Jean Leloup, c'est tout nouveau, puis c'est vrai que ça sonne très feu de camp. Alors, tout un disque guitare-voix qui s'en vient. Donc, devant moi maintenant, Émilie Dubreuil. Bonjour. Bonjour, Catherine. Émilie Dubreuil, ça a été mis en ligne, quoi, hier, en fin de journée? Ce matin. C'est vraiment ce costaud dossier que vous publiez, qui est troublant, on va le dire. Je pensais que j'étais transgenre. Ça commence comme ça. Ça commence donc par un témoignage et il y en aura plusieurs. On peut appeler ce phénomène-là celui des détransitionneurs. Est-ce que c'est un mot qui commence à circuler, qui commence à être accepté? En fait, on a traduit le mot qui est utilisé sur Internet, qui est en anglais, qui est detransitioners. Ouais. Il y a beaucoup de forums de discussion sur Internet qui sont apparus dans les dernières années. C'est un phénomène extrêmement récent. En fait, faut établir que depuis 10 ans à peu près, il y a une augmentation à peu près partout dans le monde occidental, parce que c'est vraiment un phénomène de pays assez riche. Oui. Et là, vous en donnez des chiffres, là, je les ai notés en Angleterre, 4 fois plus en 5 ans. Ouais. De gens qui veulent vivre cette transition-là. C'est ça. Qui affirment, voilà, à vivre une dysphorie de genre, puis avoir, donc. C'est ça, mais c'est la même chose au Australie, Canada. 200%. 200%. Ottawa, on est passé de 2 cas à 189 l'an dernier. C'est la même chose en Suède, c'est la même chose au Danemark. Et là-dedans, il y a un autre phénomène extrêmement remarquable. L'an dernier, par exemple, en Angleterre, 75% des jeunes qui pensaient être nés dans le mauvais corps, c'était des jeunes filles à la naissance. Et ça, ce phénomène-là se remarque aussi partout en Occident. C'est que avant, le ratio, c'était principalement en fait des jeunes garçons qui voulaient devenir des filles. Et maintenant, depuis quelques années, et on ignore totalement pourquoi, ce sont principalement des filles, majoritairement. Là, les chiffres varient un peu, mais en fait, il y a vraiment une tendance très, très, très claire. Ce sont principalement des jeunes femmes. Et de façon classique, la médecine connaît très, très bien l'état de transgenre, ce qu'on appelle la dysphorie de genre à la base, qui est un sentiment de divorce entre son genre et son corps, ce qui doit être extrêmement souffrant. Ouais. Et il faut avoir beaucoup, beaucoup d'empathie. D'ailleurs, je tiens à le préciser, pour ces gens-là, il faut leur donner les meilleurs soins possibles. Mais donc, ces jeunes filles-là, c'est un phénomène nouveau, c'est-à-dire que habituellement, les gens qui sont transgenres vont vous dire, moi, je le savais depuis que je sais parler. Ouais. Et là, en fait, ces jeunes filles-là, mais il y a aussi des garçons, mais majoritairement des filles, ces signes-là apparaissent à la puberté. Ouais, cette espèce de mal-être profond, de sentiment de tumulte intérieur par rapport à leur identité de genre. On a même fait, il y a même, vous citez une auteure, Lisa Littman, qui a fait une étude là-dessus. Est-ce que c'est elle qui a créé l'acronyme ROGD? Oui, c'est elle, et c'est une étude extrêmement controversée, qui a fait beaucoup réagir, notamment l'Association de la santé transgenre internationale, qui est comme la figure d'autorité dans la gestion, qui établit en fait les standards de soins, les lignes directrices, partout, les lignes directrices, qui dit faut même pas utiliser ça, parce que elle suggère que évidemment il y a plein d'enfants qui souffrent réellement et pour qui la transition va être extrêmement bénéfique, mais elle dit attention, il y a peut-être un phénomène aussi de contagion sociale, et elle a fait remplir des questionnaires à des parents, en fait, qui se rendaient compte que leur fille correspondait à ça, Rapid Onset Gender Dysphoria. Donc dysphorie de genre à déclenchement rapide. Exactement. Mais c'est un mot absolument tabou dans le domaine, il faut pas parler de ça. Il y a eu des pétitions pour faire retirer l'étude en question. Et entre autres, on lui a beaucoup reproché, c'est ce que vous racontez, d'avoir parlé à des parents. Oui, c'est ça. Alors là, il y a eu une nouvelle évaluation de l'étude par des pairs. On a republié l'étude, mais on a changé le titre. Et donc, c'est la perception des parents par rapport à ce que vivent les enfants, parce que les critiques disaient comment les parents peuvent savoir, en fait, ce que l'adolescent vit. Mais là, ce que je voulais vous dire, en fait, avec ces jeunes filles-là, c'est que principalement, celles qui vont changer d'idée en cours de route ou a posteriori, après des années sur les hormones ou après chirurgie même,
Ce sont majoritairement des filles et il y a énormément de souffrance là-dedans. Certains vont dire, l'association qui s'appelle la WPAT a publié une étude en disant non, ça leur a permis d'explorer leur genre et la plupart sont contents. Or, quand on fréquente les réseaux sociaux, c'est extrêmement troublant, c'est triste. Je suis allée hier soir encore parce que je savais que je venais vous voir sur ce forum de discussion où je me suis inscrite à peu près en janvier pour comprendre ce qui se passait. Ils étaient alors à peu près 700. Hier, ils étaient près de 2000. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est un site qui est consacré... C'est un forum de discussion où les jeunes échangent autour du phénomène entre de eux. la détransition. Et c'est très international. Hein? Autant oui. ce phénomène-là est international, autant les jeunes partout se réunissent sur les forums de discussion, parce que l'Internet, évidemment, abolit les frontières. Et il y avait un jeune qui disait... Avant ma transition, quand j'étais triste, quand j'avais envie de me suicider, je me disais, si je transitionne, quand je vais transitionner, je vais avoir un nouveau corps, je vais avoir une nouvelle vie et enfin, je vais être heureux. Je vais pouvoir être heureux. Et là, pendant la transition, après 4 ans, se rend compte que ces problèmes de mal-être profond ne sont pas disparus. Et il écrivait, si la transition n'a pas réussi à m'apporter le bonheur, c'est dire que je ne serai jamais heureux. Ouais. Et donc, je vais mettre fin à mes jours. J'ai ces pensées obsédantes. Et là, les détransitionneurs répondent parce que, en fait, il y a pas beaucoup de place. Compte tenu de l'immense souffrance des enfants, des jeunes trans, cette souffrance-là des gens qui disent « je me suis trompé puis ça a pas été la bonne chose », c'est un discours extrêmement tabou. Qui est dérangeant. Et sur Internet, même ces jeunes-là se font attaquer, se font traiter de traîtres, perdent leurs amitiés parce que pendant leur période trans, ils étaient très impliqués dans l'activisme au sein d'une cause. Ça leur donnait un sentiment d'appartenance, des amis, et ils sont rejetés et ça crée un autre stress immense dans la vie de ces jeunes-là. Alors, il y a tout au long de votre reportage, Émilie, ce qu'on sent, c'est toute la question du temps. Quelle place on fait au temps avant de commencer à procéder à soi, autrement dit, quand un jeune se présente, affirme avoir l'impression qu'il est dans le mauvais corps, affirme avoir le sentiment qu'il doit vivre dans l'autre genre, quel est le temps qu'on va consacrer à échanger avec lui, à sonder son état général et tout. Et là-dessus, c'est là, on dirait qu'il y a le plus pas de malentendus, mais en tout cas de visions différentes des choses, là. Ah oui, puis pendant que je rédigeais le dossier, il est arrivé toutes sortes d'événements un peu partout dans le monde qui remettent en question, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que être transgenre et vouloir changer de corps, ça a été extrêmement difficile. Il y a eu beaucoup de barrières et alors qu'on sait que ça a toujours existé. Il y a des témoignages qui remontent à des... Mais jusqu'à récemment, c'était la grande noirceur, c'était un combat, puis les gens devaient consulter un psychiatre, puis recevoir un papier, puis il y avait beaucoup de barrières et tout ça. C'était une mise à l'épreuve, en quelque sorte. Oui, absolument. Puis c'est extrêmement stressant, extrêmement douloureux. On peut facilement l'imaginer. Et l'association dont je vous parlais, la WPAT, donc qui fait les standards de soins, qui émet les standards de soins qui sont suivis au Québec. Le ministère de la Santé leur fait parfaitement confiance en ce sens. C'est une association qui est basée aux États-Unis, qui est... C'est une association internationale où c'est une grosse association où il y a plusieurs tendances. Mais depuis quelques années, dans les standards de soins, on dit qu'il n'y a pas de rencontre minimum avec autrement dit, on n'a pas besoin de passer par des étapes de validation. On peut se faire prescrire très, très, très rapidement. Il n'y a pas d'évaluation minimum. C'est le principe qu'ils appellent de l'auto-affirmation. De l'auto-affirmation, de l'auto-identification du trans. C'est-à-dire que on croit au principe
de l'autodétermination et de la dépathologisation de cette identité-là. Ce faisant, on dit qu'il faut avoir une approche affirmative et vous savez, la question trans est très politisée. On voit ça comme une question de droits humains et beaucoup dans ces cercles-là disent il faut enlever toutes les barrières et il faut faciliter tout de suite une transition médicale le plus rapidement possible. Et en fait, la WPATH dit il faut pas évaluer avant, il faut accompagner le jeune ou l'adulte, mais là, ce qui nous intéresse, c'est les jeunes. Parce que le principe qu'ils mettent de l'avant, c'est plus on agit rapidement, plus on va diminuer la souffrance. C'est un peu ça. C'est ça, en fait. C'est vraiment ça. La rhétorique, c'est ces jeunes-là souffrent, faut faire quelque chose, et c'est très, très bien. Le problème, c'est que et là, c'est ça qui est arrivé en Angleterre récemment. Une des plus grosses cliniques au monde en identité de genre qui traite près de 3000 enfants par année. Là, c'est énorme. Il y a plusieurs médecins qui ont démissionné récemment. Et le directeur, un des directeurs du conseil d'administration a démissionné parce qu'ils disent que les médecins subissent en fait de la pression pour médicamenter rapidement la pression de la part des jeunes, de la part des lobbies trans, de la part des enfants eux-mêmes qui arrivent là et disent moi c'est ça que je veux et si vous ne le faites pas, vous êtes transphobe, vous ne m'acceptez pas dans qui je suis. Et la question, le nœud gordien, l'affaire là où ça fait très très mal, c'est que ces médecins-là disent en fait qu'ils sont en train de médicamenter des enfants homosexuels. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une dizaine d'études longitudinales assez sérieuses qui ont été faites sur le sujet et que la dysphorie de genre dans l'enfance, donc ce sentiment de discordance entre qui je suis et mon corps, tend à s'amenuiser avec la puberté, en fait. Et pour certains, pour une vaste majorité de jeunes, ces jeunes-là vont devenir homosexuels. Et ce serait une manifestation précoce, en fait, la dysphorie de genre dans l'enfance serait une manifestation précoce de l'homosexualité. Or, si on médicamente ces jeunes-là trop tôt, peut-être qu'en fait, et c'est ce que les médecins londoniens ont dit, nous, on n'est plus à l'aise avec ce mode de fonctionnement-là où on ressent beaucoup de pression pour réduire l'évaluation psychologique le plus possible et commencer les traitements. Et même, il y avait un titre extrêmement choquant dans le Times de Londres où il disait qu'on faisait des thérapies de conversion chimique de jeunes homosexuels. Alors, c'est ça qui est complètement, c'est un peu absurde, là. Autrement dit, s'il s'agit, dans le fond, d'un jeune qui est destiné à être homosexuel, mais qui vit cette espèce qui a vécu jeune un trouble de genre, mais que là, on n'a pas attendu assez longtemps. En fait, s'il veut changer de genre, c'est peut-être parce qu'il vit, et vous en parlez dans le papier, c'est très troublant, un genre d'homophobie internalisée. C'est qu'il accepte pas lui-même d'être homosexuel. Ils sont pris entre l'arbre et l'écorce, les cliniciens, entre cette souffrance et le risque, par exemple, que le jeune se suicide et le risque de se tromper. Et oui, quand je vous parlais du forum de discussion que je fréquente, la principale raison, quand les jeunes disent finalement c'était pas pour moi et je souffre énormément, c'est principalement de l'homophobie intériorisée. Alors, j'ai parlé par exemple à un jeune homme qui a grandi dans l'Ouest américain. Et il y en a qui sont rendus à le reconnaître et à le nommer. Ils le nomment tous. Ils le disent tous. Et il y a une étude très bien faite qui a été faite aux États-Unis d'ailleurs, qui a étudié l'effet des insultes homophobes sur des jeunes homosexuels et s'est rendu compte, en début d'année scolaire, et s'est rendu compte que plus le jeune subissait des insultes homophobes, plus il avait tendance à s'identifier de l'autre genre à la fin de l'année scolaire. Parce que maintenant, la possibilité existe, puis on se dit, voilà peut-être la solution. Mais en fait, le mécanisme est très, très simple. Je vous donne l'exemple de Jay, dont je parle dans mon article.
Alors, Jay grandit dans l'Ouest américain d'une famille de classe moyenne blanche. Il est très efféminé. Et il est très mal dans sa peau parce qu'il se fait traiter de toutes sortes de noms qu'on peut facilement imaginer à l'école. Il est rejeté par son milieu. Puis même ses parents sont pas homophobes, mais sont pas très chauds à l'idée de sa différence. Et donc, il en conçoit une immense tristesse. Arrive à l'université et rencontre le mouvement trans et se dit « Ah ben, je suis pas homosexuel. Je suis pas tous ces mots terribles dont on m'a traité. Ouais. Je suis une femme. » Et donc, tout s'explique et pour la première fois de sa vie, il est capable d'être à l'aise avec sa sexualité, va avoir des amants, il est bien dans son corps parce que en étant une femme, il se donne la permission d'avoir une sexualité. Et là, il entame, Jay, vous racontez une transformation. Il entame une transformation. Et il y a toujours une phase d'euphorie. Tous les détransitionneurs racontent ça, c'est qu'il y a une phase d'euphorie parce qu'on se dit, enfin, j'ai trouvé la solution à ma profonde souffrance. Parce qu'il y a toujours une profonde souffrance au départ. J'ai trouvé la solution, là, tout le monde est bien, tout le monde est content. Et tranquillement, les problèmes, en fait, de dysphorie et de haine de soi reviennent. Alors là, on va aller plus loin dans la transition et Jay va aller jusqu'à, très logiquement, se faire enlever les testicules. Alors qu'il y a des seins qui ont commencé à pousser. Il a commencé à avoir des seins et sombre dans une dépression profonde, idée suicidaire très, très, très prégnante et va aller consulter à l'extérieur de la clinique trans qu'il fréquente habituellement et va entamer une thérapie et se rendre compte, en fait, qu'il se détestait tellement comme homosexuel qu'il avait pensé ou voulu croire qu'il était une femme. Alors, il faut jamais généraliser nulle part. Jamais. Évidemment, le cas de Jay, jamais. C'est un cas exceptionnel. Il y en a peut-être d'autres. Mais Émilie, en terminant, moi, il y a une phrase d'un père qui m'a beaucoup frappée, le père de Florent, qui était autrefois Florence. C'est ça. Qui, à un moment, dit, mais là, à force de vouloir mettre officiellement comme ça une boîte sur quelqu'un, on dirait qu'on tombe dans un hyper-genrisme, alors que mon enfant a peut-être juste besoin d'être ce qu'il est, finalement. Ça veut pas dire qu'il y a pas des gens qui ont une véritable dysphorie de genre. Il y en a. Ça, dysphorie de genre, ça existe, là. Une dysphorie de genre. Mais il y en a qui sont... C'est comme une marge d'erreur, puis c'est une minorité, les détransitionneurs. Faut pas paniquer non plus. Mais ça pose d'importantes questions. Ils ont tous une dysphorie de genre qui est très alimentée aussi, dans le cas des jeunes filles, par les réseaux sociaux. Voilà, par les stéréotypes de genre. Par les stéréotypes de genre. Et ça, c'est une question, c'est un phénomène sociologique qu'il faut examiner absolument. C'est là que ça nous concerne tout le monde. C'est que ça pose la question, qu'est-ce que d'être un homme et qu'est-ce que d'être une femme? Alors, beaucoup de jeunes m'ont dit, moi, je voyais les stéréotypes, en fait, ils disent pas stéréotypes, mais je voyais les filles sur Instagram. Les filles aiment le magasinage, le maquillage, sont belles, elles sont sexy, elles sont très sexualisées, ça revient beaucoup. Et moi, je ne suis pas comme ça. Ouais. Donc, je ne suis pas une fille. Ouais. Et là, ça pose des questions et beaucoup des détransitionneurs, et ça, c'est très, très intéressant, à l'inverse, donc, se sentent pas assez filles telles que le stéréotype le décrit sur Instagram. Et là, font une transition et l'angoisse augmente parce qu'elles ne se sentent pas assez gars. Non plus. Alors là, elles se sentent toujours inadéquates en se disant, je suis pas assez gars, qu'est-ce que c'est d'être un gars, je suis pas assez masculine, alors qu'est-ce que d'être un homme? Et donc, sur les réseaux sociaux, chez les détransitionneurs, la phrase qui revient le plus souvent, Catherine, c'est quoi être un homme, c'est quoi être une femme? Et dans le fond, pourquoi personne ne m'a aidé à m'accepter moi? À être moi. Et ne m'a pas dit que j'avais le droit d'être un homme efféminé ou une femme très masculine. Oui, voilà. Donc, d'où... à m'aimer, moi, le facteur temps, le facteur aide aussi. Et il s'agit pas d'apporter une aide en niant
la dysphorie de genre, bien Absolument sûr. pas. Puis il s'agit absolument pas d'être transphobe, mais de dire, est-ce qu'on peut s'intéresser d'abord au mal-être et à l'être? C'est ça. Et il y a une clinique en Suède, là, j'ai parlé au directeur récemment, qui me disait, il faut écouter ces jeunes-là pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir aider tout le monde. Oui, oui. Ils ont beaucoup à nous dire en plus sur la société. On vient de le voir aussi. L'homophobie, misogynie, c'est absolument fascinant. Écoutez, c'est à peu près 25 pages là, de texte. C'est trop long? Non, parce que c'est passionnant, c'est très, très, très documenté. Bien sûr, on met en ligne ce reportage d'Émilie Dubreuil sur notre site. Merci beaucoup de l'avoir fait, c'est un sujet important. Merci, Catherine.